Bonjour. Alors, j'interviens aussi aujourd'hui dans les conditions un peu de ce qui se passe dans l'abécédaire, c'est-à-dire en lisant mon texte tout simplement, de façon à ne pas dépasser un temps trop long, les 20 minutes en quelque sorte qui nous sont accordées dans l'abécédaire auquel j'ai souvent participé. Et surtout, je voudrais indiquer d'emblée que je vais vous parler de politique, donc me livrer à une réflexion politique, et en précisant tout de suite que la réflexion politique est partie prenante de la réflexion philosophique en général. Il faut rappeler en particulier que les grands penseurs, par exemple, du XVIIIe siècle, des gens comme Hume, des gens comme Rousseau, comme Kant, qui étaient de vrais philosophes, partisans aussi souvent de la morale, ont fait déboucher leur réflexion philosophique sur une réflexion directement politique, la plus concrète qui soit. Eh bien, c'est dans cette orientation que je veux me situer, parce que la réflexion politique a une dignité philosophique incontestable, et qu'elle est indispensable, bien entendu, aux êtres humains, et à l'intérêt que le philosophe porte aux êtres humains. Je vous donne tout de suite le titre de mon exposé, Quelle écologie pour sauver l'humanité ? Alors, nous sommes confrontés à une crise écologique sans précédent, par laquelle tout le monde se trouve interpellé, et qui met en cause, en première analyse, notre rapport à la nature. Alors j'emploie ici une formule un peu vague, un peu générale ou un peu évanescente, mais c'est délibéré et je la préciserai bien entendu par la suite. Sauf qu'il faut en comprendre davantage le statut de ce rapport à la nature, et surtout, s'agissant de la crise, les causes, pour concevoir les véritables remèdes qu'on doit lui apporter. Or, c'est là que le débat commence, tant les approches sont différentes dans le champ intellectuel, qu'on peut dire aussi idéologique. Il convient de rappeler d'abord les symptômes de cette crise pour avoir conscience qu'elle n'est pas l'objet d'un débat médiatique de circonstance, superficiel ou politicien, mais d'une vraie question de civilisation. Je dis bien de civilisation, mettant en jeu même à terme l'existence de l'espèce humaine. L'existence de l'espèce humaine. Car l'homme étant un être naturel, issu de la nature matérielle et dépendant d'elle, et non un pur esprit, je vous l'ai souvent affirmé ici parce que je suis un penseur matérialiste, eh bien les atteintes catastrophiques portées à la nature, par conséquence, l'atteignent donc lui-même dans son existence concrète. Crise dramatique donc, sinon tragique. Tous les scientifiques du monde entier l'ont déjà, si vous voulez, prévu, sauf réaction profonde, à savoir ce qu'ils ont prévu, c'est une possible fin de l'humanité qu'on n'aurait jamais imaginée au siècle dernier, en raison d'abord du réchauffement climatique qui s'annonce, qui a déjà débuté et dont vous avez pu constater l'existence, lequel réchauffement climatique peut rendre la vie humaine insupportable, ou si je puis dire, invivable sur notre planète à terme. Un appel de 15 000 scientifiques du monde entier l'a déclaré dès 1917, nous sommes en 2021, dans un texte qui est paru dans le journal Le Monde à l'époque. Or, ce réchauffement est dangereux pour la vie humaine, alors non seulement en lui-même, mais dans ses effets connexes, des pluies importantes et dévastatrices, des crues des fleuves et des rivières, la fonte des glaces, spécialement au pôle Nord, une augmentation du niveau de la mer menaçant les rivages traditionnels où l'on pouvait habiter jusqu'à présent, du fait précisément de la fonte des glaces, mais aussi un ravage aux multiples formes exercé sur la biodiversité, indispensable à l'équilibre naturel, dont l'homme a besoin et dont il profite, etc. Or, ce constat, terriblement critique, peut s'appuyer sur une première orientation idéologique, figurez-vous, venue des États-Unis, ce qui s'est appelé la deep écologie, l'écologie profonde, et qui date d'il y a au moins 20 ou 30 ans, qui consiste en une valorisation inconditionnelle de la nature, avec une majuscule, parce que la nature est sacralisée, donc une valorisation d'inspiration plus ou moins religieuse,
peu rationnel et peu raisonnable, car ignorant ses méfaits aussi sur l'homme, préconisant donc des comportements individuels hostiles à la modernité et nous ramenant en arrière pour y remédier, y compris dans des domaines inattendus, comme celui de la médecine, des mœurs sexuelles ou de la procréation. Alors, je n'y insiste pas davantage, mais je rappelle seulement que Luc Ferry, avec lequel je suis loin d'être d'accord par ailleurs, a su démystifier ce courant dans un livre déjà ancien, Le Nouvel Ordre écologique, paru chez Grasset. Il faut saluer sa lucidité, l'en féliciter, son courage aussi, et rappeler qu'il se situait clairement dans une inspiration rationaliste inspirée par la philosophie des Lumières. Ce n'est donc pas du côté de cette deep écologie et de ce respect d'une nature porté en quelque sorte au pinacle qu'on peut qualifier en réalité de réactionnaire ou de régressive qu'il faut se situer. Il faut au contraire regarder la nature en face avec ses contradictions, à savoir qu'elle est porteuse de méfaits sur l'homme, comme je l'ai indiqué précédemment, de tous ordres, et qu'il s'agit bien pour une part de la dominer, et non de la respecter passivement, de la dominer, grâce aux sciences et aux techniques pour les supprimer, ces méfaits, comme déjà Descartes, figurez-vous, le prétendait, ou le préconisait en l'occurrence, à la fin du discours de la méthode. Je vous rappelle qu'il affirmait même que les progrès de la médecine amélioraient la santé du corps, et donc son bien-être psychique, le bien-être psychique de l'être humain, et qu'il valait mieux, ces progrès de la médecine, que toutes les leçons de sagesse. Je répète, il valait mieux que toutes les leçons de sagesse. Propos étonnant, étonnamment rationaliste, qui anticipe ce qui suivra, et qui peut paraître simplement un peu curieux dans sa philosophie d'ensemble, puisqu'il séparait le corps et l'esprit, ce qu'il appelait l'âme, si vous voulez. Mais il est capable quand même de dire que, d'une manière assez étonnante, que modifier le corps, dans un sens qui lui est favorable, quand il est en situation de handicap ou de maladie, ça a des effets, figurez-vous, sur l'esprit, sur ce qu'il appelle l'âme, et bien entendu le bien-être qu'elle peut connaître. Bon. Descartes, cependant, parle au XVIIe siècle. Et même si ce qu'il dit a été repris par les philosophes des Lumières au siècle suivant, et des penseurs progressistes qui suivirent, la donne, aujourd'hui, a complètement changé avec le développement de la société industrielle, en l'occurrence capitaliste, je le dis sans le moindre souci de provocation politique. Parce qu'on commence à s'apercevoir que c'est elle qui est de plus en plus responsable de notre crise écologique. Et il y a de plus en plus d'écologistes cette fois-ci, au sens des militants écologistes, qui sont parfois dans des orientations un peu variées à ce niveau-là. Eh bien, il y a de plus en plus d'écologistes qui se risquent quand même à le dire, mais sans aller jusqu'au bout de leur analyse critique. Et c'est ce qui me fait problème, et c'est pourquoi j'interviens en particulier aujourd'hui. Car il y a le risque avéré que la critique écologique, telle qu'on la trouve chez beaucoup, s'en tienne à la critique des comportements individuels, de consommation en particulier, ou encore des comportements dans la vie quotidienne, et qu'elle renvoie donc la responsabilité de notre situation à l'homme en général, donc à nous tous en tant qu'êtres humains, dans une perspective empruntée au philosophe allemand Hans Jonas, chrétien et spiritualiste demeurant, voir son livre Le principe de responsabilité, paru au CERF. Alors que Hans Jonas soit chrétien et spiritualiste, explique un peu cette attitude qui consiste courageusement à mettre en cause l'homme, si vous voulez. Mais elle me paraît, si vous voulez, largement insuffisante, parce qu'il passe littéralement à côté des structures économiques et sociales, et donc politiques, qu'il faut mettre en cause, et qui n'ont pas à être substituées, ou être substituées par la responsabilité de l'homme. Ce sont ces structures qui sont en cause. Or, ce n'est donc pas ainsi qu'il faut raisonner, et c'est bien le capitalisme en lui-même
qu'il faut accuser, comme on va le voir, et non seulement, alors je le précise quand même, ses excès, comme des hommes, disons, de la droite modérée pourraient le faire, en toute sincérité, en toute authenticité d'ailleurs, sauf à avoir un calcul électoral en tête, du fait de la présence du problème aujourd'hui dans l'opinion publique. A l'inverse, il faut insister sur la démarche du théoricien Michael Levy, un homme de gauche depuis très longtemps, qui est le partisan de ce qu'il appelle dans un livre un écosocialisme. Écosocialisme. Écologie allant avec le socialisme, et le socialisme impliquant une orientation clairement écologique. Appellation qui est tentante, et qui est proche de l'orientation programmatique de celle d'autres théoriciens de gauche ces temps-ci, ce qui est nouveau et encourageant. Je vous signale aussi que Lucien Sève, dans son dernier livre posthume, parce qu'il est mort il y a 1 an, dernier livre qui s'intitule « Quel communisme pour le XXIe siècle », paru à la Dispute récemment, eh bien Lucien Sève a remarquablement mis en évidence la signification politique de notre situation. C'est bien le mode de production capitaliste, et le concept de mode de production est un concept emprunté directement à la pensée de Marx. C'est bien le mode de production capitaliste lui-même qui est concerné. Car ce qui est en cause, c'est le cas de le dire, c'est son productivisme outrancier, mu par la recherche d'un profit maximal et constamment renouvelé, selon le schéma marxien de l'exploitation présent dans le capital, à savoir A, M, A'. A, c'est l'argent dont dispose le capitaliste. M, c'est la marchandise qu'il va produire, en achetant d'ailleurs la marchandise humaine et des moyens de production qui vont produire cette marchandise. Et A', c'est bien entendu le résultat final qui va lui rapporter un argent supérieur à l'argent qu'il a investi dans la production, si vous voulez. Et ce processus, si vous voulez, est un processus dont Marx signale qu'il est indéfini et qu'il se développe dans l'aveuglement, si vous voulez, le plus total sur ses conséquences naturelles et humaines. Alors, certes, il faut être honnête, les modes de vie et de consommation individuels jouent aussi un rôle. On ne peut en faire abstraction, mais ils ne font, selon moi, et selon une pensée inspirée, disons, par Marx, ils ne font tout simplement qu'activer ce processus, A', recherche de la richesse, ils ne font que l'accentuer, si vous voulez, l'activer, parce qu'ils sont conditionnés à le faire par ce même capitalisme et son idéologie. Et c'est ce que le courant écologique, pris dans sa majorité, ne veut pas voir ou admettre clairement. Ne veut pas voir ou admettre clairement. Or, c'est bien ce qu'il faut accuser ultimement, le capitalisme, et donc mettre en avant prioritairement, si vous voulez, premièrement. Par exemple, le non-souci de la nature, dans la production agricole, voire les déforestations en Amérique du Sud ou ailleurs, comme dans la qualité de ces produits, de cette production agricole, vis-à-vis de la santé, produits fournis par une culture intensive et recourant aux pesticides dont on sait le mal qu'ils font, directement ou indirectement à l'homme. L'exploitation des énergies fossiles ou non renouvelables, qui ont le même effet redoutable sur l'atmosphère et donc sur la vie à travers l'effet de serre. Le productivisme tout court, avec une mondialisation de l'économie absolument incroyable aujourd'hui, et une dépendance d'énergie irresponsable dans les transports routiers ou aériens de marchandises, qui pourraient être produits sur un plan local, ce qui fournirait en plus du travail, bien entendu, aux autochtones. Et plus largement encore, une recherche du toujours plus ou du toujours mieux qui se traduit dans des modes de vie qu'il faut bien dire dégradants ou sans intérêt, comme l'utilisation à outrance de la voiture individuelle, ou encore dans un terrorisme de masse polluant et bien de choses encore qu'on pourrait détailler. Alors je parlais à l'instant de tourisme de masse polluant, pensez à la construction de navires
pouvant accueillir 3000, si vous voulez, touristes, et qui vont ensuite polluer des endroits magnifiques, comme Venise, par exemple. Moi qui suis souvent allé à Venise, j'ai constaté, disons, cette pollution, si vous voulez, à travers la présence de ces bateaux, tout près de Venise, dans la mer, voire parfois dans le canal qui traverse Venise. Bon. Et il y a bien d'autres choses que l'on pourrait, bien entendu, je le répète, indiquer. Le sens des limites est ici dénié. Et c'est pourquoi il faut parler d'une démesure, comme je l'ai fait dans mon livre sur l'inquiétante tentation de la démesure, une démesure propre à notre époque mercantile, dans laquelle avoir ou posséder est considéré comme supérieur à être. J'entends par être un individu riche humainement et développé dans sa personnalité individuelle, comme voulait Marx, et ce, au-delà de la seule production matérielle, et dans l'ordre donc de la liberté considérée comme une fin en soi. Marx précisait même, s'agissant du travail d'un homme, que travailler simplement pour augmenter les richesses que l'on produit, ça n'a pas de sens humain. Ça ne donne pas de finalité humaine digne d'estime à l'activité du travailleur. Ce projet d'une vie au-delà de la seule production matérielle, si l'on m'a bien suivi, ne peut s'appuyer que sur les analyses précisément de Marx qui n'ont rien à voir avec le productivisme dont on l'accuse, faute de l'avoir lu ou compris complètement, et en raison tout autant de l'identification imbécile, idéologiquement intéressée, qu'on en fait avec le productivisme soviétique, alors que le productivisme soviétique a été simplement, je vous le dis quand même, la conséquence, disons, du fait que c'est la révolution russe, s'est produite dans des conditions d'une production très peu industrielle qu'il a fallu rattraper, et au prix d'un volontarisme, productivisme inspiré par Staline, avec toutes les bêtises et les crimes qui l'ont accompagné. Mais le productivisme en soi n'est pas du tout d'inspiration marxiste, et on peut même dire que Marx comme Engels ont été les premiers penseurs de l'écologie, préconisant une activité productive qui respecte à sa manière la nature. Arrivé à ce point, et vu la dimension planétaire du danger dans ses causes, et pas seulement dans ses effets, on pourrait se demander si notre conviction qu'une société post-capitaliste est indispensable et surtout possible pour résoudre la crise écologique, ce que je crois intellectuellement. Et si ce que je crois ne reviendrait pas à un simple pari généreux, mais disons un peu naïf. Comment surmonter tout cela stratégiquement et politiquement, étant donné la domination très forte, à un point extrême, d'un capitalisme transnational hormis en Chine, et malgré les problèmes que la Chine peut éventuellement nous poser politiquement. Politiquement, et pas seulement stratégiquement, il est clair qu'il faut en revenir à la maîtrise collective de la production, à la propriété publique de ses moyens, et à des nationalisations, donc un rôle décisif selon moi de l'État, seul à même d'orienter l'économie, de la finaliser dans un sens favorable au bien de tous. On a classiquement appelé cela le socialisme, ou le communisme, peu importe la distinction ici, et plus que jamais, sa nécessité s'impose. Contrairement à ce qu'affirme l'idéologie libérale dominante qui nous raconte des fables. Elle nous raconte des fables sur le caractère indispensable de la production individuelle concurrentielle au sein d'une économie à caractère capitaliste. Mais tout autant, et par rapport à la solution écologique qui doit donc en faire partie, ne sommes-nous pas confrontés, dans cette perspective, aux obstacles que la résolution de cette crise pourrait du coup rencontrer chez l'homme lui-même, cette fois-ci. C'est-à-dire en profondeur dans ses motivations de vie. Je dis dans ses motivations de vie. C'est une question dont je débat dans un prochain livre, mais qui mérite d'être posée ici brièvement,
même si l'on est convaincu, dans la perspective de Marx, que l'homme est un être historique et qu'il peut donc changer, à savoir ici s'améliorer et échapper à ce que le capitalisme en fait, donc un être producteur et mercantile. Lucien Sèvres, à nouveau, n'hésite pas à affronter cette question épineuse avec beaucoup d'honnêteté dans le livre dont je viens de vous parler tout à l'heure. Je lui emprunte par hypothèse seulement 5 arguments qui m'interpellent quand même réellement, et qui pointent ce qui pourrait rendre improbable, sinon impossible, en tout cas improbable, une société renonçant à la croissance à tout prix, sur une base réellement socialiste ou communiste, débarrassée de l'obsession de l'argent, qui devient, je vous le dis tel quel, une véritable pathologie sociale. Si on décrète des gratuités dans ce nouveau régime largement inédit, pour lequel je milite philosophiquement et politiquement, qui paiera les coûts sociaux, par exemple, ceux des services payants jusque-là? Bon. Deuxième point. La réduction des salaires, disons de 1 à 3, mais on peut discuter de ce chiffre, aussi juste qu'elle soit ou paraisse sur un plan, disons, carrément moral, sera-t-elle acceptée du fait de ses conséquences concrètes, comme le ralentissement de la production ou la disparition du luxe? Et peut-on se satisfaire d'un socialisme ou d'un communisme du pauvre, peut-on dire, donc d'une vie au rabais, si je puis encore dire. Cette relativité, troisième point, cette relative égalité, j'entends bien, cette relative égalité économique préconisée par définition par le socialisme, ne va-t-elle pas à l'encontre du dynamisme, de la concurrence, qui motive souvent les agents sociaux à travailler en voulant s'élever au-dessus des autres, quitte à les dominer symboliquement au moins? La Chine, qui maintient donc une perspective communiste sur le très long terme, comme je vous l'ai indiqué, a dû un temps faire appel à cette concurrence inégalitaire pour développer la production, quitte à le regretter actuellement et à vouloir changer du fait des inégalités terribles qui s'en sont suivies, et malgré, bien entendu, le bien-être acquis par l'ensemble de la population. Quatrième point. Une société sans conflit, même si elle était possible, ne serait-elle pas mortellement ennuyeuse? Je cite ici littéralement Lucien Sèvres. Je le suivrai moins sur ce point, figurez-vous, car l'harmonie, selon moi, dans les rapports interhumains, et y compris les rapports sociaux ou les rapports de travail, est encore plus satisfaisante, donc dans tous les domaines, et elle n'exclut pas la compétition, comme on pourrait le croire. Mais la compétition, ce n'est pas la guerre de tous contre tous, dans les rapports individuels et dans les rapports sociaux de travail. Cinquième point, du coup, peut-on changer? Et doit-on changer? L'homme, pour qu'il modère son investissement dans la création de richesses matérielles érigées en seule fin de l'existence. C'est ça la dernière question. Il faudrait approfondir ce questionnement ou ces remarques. Contentons-nous de dire que ce qui est impliqué ici, et disons-le d'une manière franche, c'est la viabilité humaine, je répète, la viabilité humaine de ce qu'il faut bien appeler la décroissance. C'est un terme nouveau que je prononce ici. Seul remède pourtant à la croissance capitaliste aveugle qui devient humainement meurtrière, je vous l'ai démontré. Et en sachant bien définir la décroissance. Parce que la décroissance, contrairement à ce qui se dit parfois, d'une manière intéressée, là à nouveau, intéressée idéologiquement pour la dévaloriser, la décroissance, ce n'est pas une croissance zéro dans tous les domaines, pas du tout. Ou une croissance négative, c'est-à-dire un retour en arrière à des modes de vie du passé. Mais c'est une croissance sélective qui nous fait croître dans l'ordre des techniques et des modes de vie qu'elles entraînent que ce qui peut contribuer à une vie meilleure à tout point de vue
la décroissance entend contribuer à une vie meilleure, à tout point de vue, en supprimant certains domaines de la croissance. Ce qui suppose bien que les hommes se réapproprient leur vie sociale et donc leur vie tout court. Merci.